Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence. Elle va nous être présentée par Thomas Luc Garcia et Alexandre Mijoul. Donc vous êtes tous les deux 3D environnement d'artistes. Et toi Thomas, tu as fait l'Engmin avant d'ensuite t'enchaîner à Coalab, c'est ça, et Microid, avant de rejoindre Dontnod. Et donc toi Alexandre, tu as fait New Edge, c'est ça, et après tu as rejoint NovaQuark, c'est ça, avant de rejoindre Dontnod. Et donc tous les deux vous avez bossé sur le Jusant, et donc justement vous allez nous parler des environnements du jeu. Salut. Les présentations sont faites, donc on va vous parler aujourd'hui de l'environnement de Jusant. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler déjà de ce qu'est Jusant. Alors vous l'avez sûrement vu passer, Jusant, c'est un jeu d'aventure et d'exploration à la 3e personne qui a été développé par Dontnod sur le temps de l'année de 2020 à 2023. Donc il est sorti l'année dernière, le 31 octobre, et il a été fait en interne à Paris. C'est un jeu dans lequel on incarne un personnage qui s'appelle Yann, qui est un petit bonhomme, celui qu'on voit sur l'image, qui doit escalader une tour ravagée par la sécheresse, donc il n'y a plus de végétation, excusez-moi. Et c'est un jeu qui est principalement basé sur les mécaniques d'escalade. C'est ce qu'on va faire pendant 70-80% du temps. On est face à une paroi en train de grimper. Donc certains éléments qui sont marquants en plus de l'USP d'escalade, c'est que c'est un jeu qui est très contemplatif, très poétique, et c'est aussi un jeu qui est très stylisé visuellement, ce qui, pour notre corps de métier, est très important. Et puis pour finir sur les éléments généraux sur le jeu, c'est un jeu qui a été fait sur Unreal, et qui a été fait avec une équipe assez typique d'un AA, on va dire entre 35 et 45 personnes. Et nous, côté Enviro, on a commencé en étant juste 2, et on est monté jusqu'à 7 au plus gros de la prod. Alors du coup, pour commencer, avant de vous parler d'Enviro, on va parler un petit peu de la direction artistique de Jusant, qui était du coup dirigée par Édouard Caplin, artiste de son état, qui est connu notamment pour Life is Strange 1, Cat and Spirit, etc. Et qui a un style, comme vous pouvez le voir ici, assez painterly, très coloré, et qui a c'était vraiment sa vision. Il était vraiment capitaine de toute l'équipe art, et notamment une de ses prérogative importante pour le jeu, c'était l'emphase sur l'étrange, le chelou, un peu pour le citer, je me permets, avec notamment dans les matières, la végétation, beaucoup de traits dépaysants. Voilà. Du coup, on a eu un échange permanent qui s'est hyper bien passé dans l'équipe art, que ce soit avec les concepts, que ce soit avec donc le DA, l'équipe Env, etc., qui a permis d'avoir un dialogue permanent et d'aboutir du coup à la réalisation de ce projet avec, vous voyez, un genre de avant-après. Donc c'est pas un vrai avant-après, c'est un peu deux plans qui se ressemblent, mais du coup ça montre que ça marche plutôt bien. Voilà. Et du coup, donc qu'est-ce que ça a représenté pour nous en Env, en fait, cette DA? Il y a eu plusieurs challenges techniques, donc déjà comme mon camarade vous l'a dit, on était sur Unreal, le 5, donc avec tout ce que ça apporte, Nanit, Lumen et toutes les autres petites nouveautés. Ensuite, le gameplay d'escalade a impliqué d'autres contraintes pour nous, donc des très grandes maps, c'est un jeu d'exploration, c'est vraiment le principal, et beaucoup d'assets à créer pour habiller tout ça. Le gameplay en lui-même a une petite composante un peu particulière, vu que c'est vraiment l'escalade qui est au cœur du truc, on se retrouve avec un jeu très vertical, donc ça fait qu'en fait le personnage a systématiquement le nez collé au mur, et du coup ça fait qu'on peut pas le négliger, ce mur qui est en temps normal quelque chose d'un petit peu plus banal, et en plus de ça, on est dans un jeu contemplatif, donc ça veut dire que la narration environnementale va être hyper importante pour transmettre le message du jeu. Et le joueur va être hyper libre, comme on est dans un jeu d'exploration, enfin hyper libre. On a une genre de corde de sécurité et du coup ça a impliqué de devoir prendre en compte systématiquement environ une quarantaine de mètres autour du chemin critique à habiller. Donc c'était des contraintes gameplay qu'on devait garder en tête en permanence quand on artait nos niveaux pour être sûr qu'il n'y ait pas d'oubli et de zones creuses dans le jeu. Alors on va un peu parler de Unreal Engine, parce que
c'est quelque chose qui a été présenté comme le Messie. C'est arrivé avec un... Je suis absolument partial. Qui est arrivé avec un effet waouh, il y a eu un trailer, ça nous a expliqué qu'on allait pouvoir changer entièrement de méthode de travailler, etc. Et en fait, il y a le choix. Ces nouvelles améliorations du moteur ont été sélectionnées par l'équipe qui a commencé sur Unreal Engine 4, donc un pipeline traditionnel d'Enviro, et ils ont décidé de passer en cours de développement sur Unreal Engine 5, sur la première version dès que ça a été disponible. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix? Parce que ça comporte évidemment des risques de changer de moteur. Eh ben, grâce à Nanite. Alors ce que vous voyez là, bon, vous connaissez probablement pour la plupart Nanite, mais je vais faire un peu de vulga quand même. Puis bon, très simplement, parce que c'est à l'échelle de 3D Artist, basiquement, les techos de Dontnod nous ont dit, vous avez carte blanche sur les polys. Vous pouvez y aller comme des bourrins. Et là, ce qu'on voit sur l'image, tous les petits triangles super fins, eh ben, c'est de la géométrie. Et en gros, on se libère de certains éléments comme les draw calls, qui sont gérés autrement. Donc on n'est plus en train de compter les polys, on peut y aller vraiment comme on veut. Donc ça a aidé parce qu'on avait une équipe assez limitée, au début seulement 2 environ, ça permettait d'aller vite et de ne pas penser à certaines étapes. Mais je vais le développer un peu plus loin. It's Free Poly Estate, incroyable. Donc, Lumen ensuite, c'est aussi quelque chose d'assez flagship pour Unreal 5. C'est une nouvelle façon de gérer la lumière et pour faire très 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 simple, c'est un peu l'idée du ray tracing mais pas cher. Donc ça permet d'avoir de la lumière dynamique en temps réel. Donc, quels sont les avantages dans le pipeline? Pour nous, c'était de réduire les étapes de création des assets. Tous ceux ici qui sont en art et qui ont fait de la 3D connaissent ces étapes. Alors là, c'est un choix, tous les workflows sont spécifiques, mais donc quelque chose où on va créer un base mesh, on va en faire une version dans ZBrush très dense avec beaucoup de polys. Ensuite, on va devoir enlever ces polys parce qu'on ne peut pas les importer dans le moteur, faire les UV, baker les textures. Voilà, tout ça, faire des LOD et l'intégrer. La promesse de Unreal, c'est ça. C'est qu'en fait, de Unreal 5 en tout cas, avec les technologies Nanite, c'est de faire tout simplement une forme de base, balancer du poly dans ZBrush et ensuite l'intégrer immédiatement dans le moteur avec, si on a envie même, directement polypaint avec ZBrush tous les vertex d'un énorme sculpte et le balancer dans Unreal et c'est censé marcher. Du coup, on a des polygones illimités, ou presque, parce qu'on n'a pas été complètement dingue. On a décidé de avancer prudemment sur le nombre de polys parce que c'était la première fois que Dontnod et que beaucoup d'entreprises utilisaient cette technologie toute récente. Donc on a fait des choses comme ça. Alors oui, ça paraît complètement abscon si on doit le mettre sur Unreal 4 ou sur Unity, mais ça c'est le genre de poly même pas complètement abusé pour du Nanite. Alors que pourtant l'objet est très simple. C'est juste que vu qu'on a très peu de texture dans le projet, eh ben, les détails vont directement être mis dans l'objet comme ça. Vous voyez, il est déformé. Donc ça donne un peu cette idée. Et puis c'est avantageux pour la lumière parce que c'est un système qui est unifié. En gros, dans Unreal 4 et dans les technologies qu'on avait avant, on a utilisé plusieurs choses pour simuler la lumière réelle. Ça pouvait être des cube maps, du SSR, des light maps dont on voit d'ailleurs un beau bug en bas. Et ensuite, quand on a ce genre de problème, il faut tout resimuler. C'est long, c'est long, c'est long. Et du coup, là, on fait tout d'un coup. C'est une seule passe. Donc c'est les arguments qui ont convaincu la prod de passer à Unreal 5. Alors pour revenir du coup sur notre workflow à nous, vraiment côté Env, ce qui nous concerne, en plusieurs mots-clés. Donc petit 1, flexible. Voilà, donc on avait une équipe, donc comme on l'a dit au début, on a oscillé entre que ce soit 2 en conception et on a fini à 7 au maximum, c'était un peu fluctuant. Il n'y avait pas de spécialistes du tout. On a tous touché à tout, on a tous fait du level art, on a tous fait de la modé, on a tous fait de l'expérimentation un peu tech, on a tous un peu, voilà. Et c'était une volonté, c'était vraiment une volonté pour tourner un peu, se changer les idées, toucher un peu à tout, pas laisser les gens bloqués. On a pu expérimenter. Donc expérimental, comme ça implique d'avoir un nouveau moteur. Donc il y a eu des choses un petit peu qui ont été testées, on a un peu essuyé les plates entre guillemets, même si tout le monde dit ça. Voilà, donc on a expérimenté. Mais voilà, contexte de AA, petite production, petit scope de jeu et tout, donc pragmatique. On n'avait pas non plus le luxe de pouvoir itérer à l'infini, donc mentalité one shot. Il fallait que quand on fasse des choses, il fallait pas que ça serve à rien. Et au final, c'est un pari qui a plutôt été réussi. En fait, on a réussi à plus ou moins rien jeter et à être assez pragmatique. Et ça, on l'a gagné en fait en ayant quand même une base très solide, fiable.
qui marche dans 95% des cas au niveau de tous nos pipelines. Donc bon, alors là, le fond du texte n'est pas important, c'est plutôt voilà, la forme qui est intéressante. C'est qu'on avait une réponse à peu près à tous les soucis de base et qui pouvait nous permettre de répondre et d'atteindre un standard minimum requis syndical et qui nous permettait derrière d'aller plus loin en sachant qu'on pouvait se retourner quoi qu'il arrive et que c'est ça qui nous a permis de gagner la confiance en fait de l'équipe et d'avancer sereinement. Donc le pipeline, donc il y avait la partie modélisation, donc que ce soit les props, l'architecture, le procédural, le texturing, donc comme il le disait, il y en avait un petit twist à l'histoire, le level art, et surtout le travail en équipe, avec encore une fois ce principe de rotation, de vraiment soudé, très flexible. Donc on va maintenant un petit peu détailler ces points, donc les props, l'architecture, etc. On va commencer par les props. Alors les props, là vous en voyez quelques-uns. Ça commence par des concepts qui déboîtent. Alors ces concepts, vous connaissez, c'est Tara. Et elle était ma marraine de l'Engmin en fait. Donc c'est trop cool de bosser avec quelqu'un avec qui on a bossé à l'Engmin. Donc c'est trop cool. Voilà, ces concepts, ils sont super simples, super clairs. Alors il y a beaucoup de concept artistes, on les liste à la fin, mais on a eu des concepts qui étaient vraiment cool. Ce qui nous a aidé à aller super vite, parce qu'on n'avait pas à rechercher, à imaginer. On avait des dizaines et des dizaines de concepts. Comment on s'est organisé, ou plutôt comment notre chef, Bruno, nous a aidé à s'organiser? Eh ben, on était toute la journée sur Miro et sur Slack. En fait, l'idée était qu'on postait très régulièrement. On était en télétravail pour la majeure partie du temps, donc on était toujours sur le Slack, et c'était une volonté du lead de nous dire postez, 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 même si c'est nul, même si c'est pas fini, parce que comme ça, il pouvait mettre tout dans un Miro, et en fait, c'était organisé de haut vers le bas, et en gros on avait une sorte de vision chronologique de l'avancée de nos assets, ce qui nous permettait déjà nous de voir notre avancée et aux autres dans l'équipe de voir comment on bossait, quelles étaient nos techniques, et donc ça faisait une sorte de repère visuel permanent, et c'était super chouette à voir avancer en temps réel. Et puis aussi ça nous a servi de petits Jira, mini Jira. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas utilisé Jira ensuite quand il a fallu finir le jeu, faire les bug fixes, etc. Mais en gros, là, ça allait plus vite pour nous d'être toute la journée sur ce Miro et avec des simples systèmes de coche. Donc là, vous les voyez, on disait ça on le fait, ça c'est fait, ça on le fait pas. Donc ça, c'était assez pratique. Autre chose qui était vraiment sympa pour s'organiser, c'était la scène Asset Review, qui était une énorme scène colossale, qui a continué à grandir tout au long de la prod de manière quasi incontrôlée, et c'était un endroit où on mettait tous nos props. Donc c'était bien pour nous, pour les voir, pour pouvoir comparer si le style matchait entre nos différents assets, mais c'était aussi une solution pour le directeur artistique pour venir voir les assets sans qu'on soit obligé de lui montrer ou de faire des réunions. Il se connectait, il voyait, et puis il pouvait nous faire des retours en direct. Donc voilà, ça c'est quelques éléments de la scène Asset Review. Donc voilà, c'était un grand bazar. Vous voyez, il y a plein de petits Yann pour voir la taille des persos. Alors pour revenir un petit peu du coup sur la DA qui était évoquée tout à l'heure, comment ça se traduit en fait en termes de grammaire visuelle sur les props dans la modélisation. Donc ici vous avez un des premiers assets qui a été fait, qui est la caisse de Manuel Pires. Et du coup, donc si on devait résumer un petit peu la stylisation de Jusant pour ce genre de props, c'est qu'en gros, tous les détails inférieurs à une certaine taille, donc bon, il n'y a pas de règle absolue, on est de l'ordre de quelques centimètres, se fondent en fait. On est sur un auto-weld de 1 cm, on va dire, pour ceux qui font du max. Et du coup, voilà. Donc ça se traduit un peu comme ça, avec quelque chose de très sharp, très coupé à la serpe, et avec des détails qui sont suggérés un peu dans l'ensemble et de la silhouette. Et là, il y a d'autres petits assets qui, du coup, en plus, donc il y a le côté technique de comment on met en 3D en fait la DA, la vision d'un artiste. Et ensuite, il y a aussi le côté comment on véhicule l'univers en fait dans lequel on est. Qu'est-ce que nos assets évoquent. Donc, par exemple, la chaise, là, c'est un très bon exemple. C'est beaucoup de bricolage, d'assemblage. On est dans un univers un peu post-apo. Les gens bricolent, récupèrent des os. Voilà, ça se traduit sur ce genre d'assets. Donc là, c'est un bon exemple. Ensuite, le côté modé pur. Donc, comme je disais tout à l'heure, du weathering à la serpe, donc knife tool, on taille dans la masse, et ensuite, on peut faire un peu de déformation et on est smart, un peu comme on dit tout à l'heure, pragmatique. Donc ici, on est dans Blender pour faire des petites déformations. On s'embête pas à passer dans ZBrush quand c'est pas nécessaire pour ce genre de petites cabossures et tout. De la soft selection, ça marche très bien.
ou voire carrément de la displacement quand on n'a carrément pas le temps pour donner un aspect vieilli, parce qu'encore une fois, monde post-apo, les objets sont usés, cabossés, ils ont été utilisés, ou voire ils sont là depuis 70 ans à peu près dans le lore. Voilà. Pour ce qui est des plantes, là, on utilise un workflow un tout petit peu différent des props manufacturés. On est plutôt sur un peu de ZBrush, un mix de techniques. En fait, il y a un peu de d'Houdini aussi, peut-être, voilà, pour la partie d'Adrien. Un peu de Sculpt, voilà. Pragmatique. On ne se bloque pas. En fait, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, les règles de départ sont là pour assurer une base. Ensuite, on adapte en fonction des cas de figure. Donc, il y a de la génération procédurale avec Houdini pour la plante violette qui permet de faire générer beaucoup de petites itérations comme ça. Du placement à la main, des clusters pour poser des ensembles grands plus rapidement. Et voilà pour les plantes. C'est la suite. Ouais, tout à fait. Oui, en fait, ce côté flexible, on le retrouve dans les plantes. Donc là, vous le voyez ici. Pareillement, c'est fait par toutes les personnes de la team avec des techniques un peu au choix. C'est toujours à qui va réussir à le faire le plus vite possible. Et peu importe la technique, si à la fin c'est dans le moteur, ça marche et qu'on a tous compris. Et en fait, c'est exactement le même principe qu'on a appliqué sur les closses. Et on va s'intéresser un peu plus aux closses dans le sens où ça a été une problématique par rapport à Unreal. Donc là, ce que vous voyez en haut, c'est donc les... Je vais utiliser le pointeur. Alors les clauses qui sont là, en fait, c'est des clauses qui ont été simulées dans ZBrush. Et c'est le cas aussi pour ce gant. Et ça, c'était notre collègue Adrien. Lui, il aimait bien tester les nouveaux jouets, comme le close de ZBrush qui venait d'être sorti. Donc en fait, il s'est dit, tiens, on va le faire sur ZBrush. Par contre, ça ou ça, moi je l'ai fait dans Blender parce que je préférais, c'était plus facile. Ça, c'est du max. Donc en fait, c'était vraiment un peu... au choix, quoi. Donc ce qui est cool là-dedans, c'est que on s'est vachement marré à faire tout ce close. L'autre problème, c'est qu'on avait une limite technique d'Unreal, c'est qu'il ne bougeait pas. Et on est dans Jusant, un jeu où il y a une grande tour au milieu du vide, donc il y a du vent, il y a des sound effects de vent, et ça ne bougeait pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, d'habitude dans le jeu vidéo, pour faire bouger un close, attention, effet spécial, on va faire bouger les vertex de ce close, donc ça va faire un truc comme ça. C'est du shader, quoi. Et ça ne marchait pas dans Nanite au moment où on a fait ces assets. Donc on était bien embêtés. Et donc on a fait vachement d'assets qui étaient posés par terre, abandonnés, ou bien ficelés comme celui-là, ou le gant qui est tout posé. Parce que ça bougeait pas. On avait quelques assets qui bougeaient, mais c'était vraiment à utiliser avec parcimonie parce que Nanite n'aimait pas du tout avoir des assets non Nanite avec lui. Donc bon, ça a été un problème. Quelle solution on a trouvé ? Alors, c'est pas du tout la bonne slide, donc je vais faire autre chose. Excusez-moi, on va en parler juste après. En fait, le close, c'est avant de parler de la solution pour faire bouger les choses, je vais vous montrer juste un peu comment on l'a fait. Et donc, on l'a fait comme ça. On a fait une forme toute simple en accordéon pour les simulations complexes, qu'on a subdivisé dans Blender. Ensuite, on fait une simulation très simple de close qui tombe sur lui-même. Et ensuite, comme des gros cochons, on prend le close et puis on le fait se tordre sur lui-même pour avoir la forme désirée. C'est crado, mais c'est efficace, pragmatique. Et alors là, on a un autre concept de Tara, qui est une voile pliée. Et donc ça, c'est une forme un peu plus complexe, un peu plus embêtante à faire. Et donc du coup, ce qu'on a fait, c'est de faire une espèce de forme qui ressemble à peu près à ce que ça va devenir. Et à l'intérieur, il y a des petites formes simples qui vont permettre de driver la simulation. Donc ils sont animés sur la timeline, tout basiquement avec des clés simples. Et à la fin, on fait une simulation de tout ça. Et hop là, tranquille. Voilà, du coup, voilà le résultat final. Pareil, là, on utilise un petit bout de close qu'on va rajouter dans le modèle, et ça donne ça à la fin. Voilà, c'était un petit cas d'étude. Et donc, je reviens à la slide que j'avais teasée, c'est du mouvement. C'est embêtant, on en a besoin. Alors là, vous voyez des petits bouts de tissu qui bougent. Il n'y en a pas beaucoup, et ils sont petits, parce qu'en fait, on a dû les utiliser avec beaucoup d'économies. C'était les tech artistes qui allaient nous sauter dessus sinon. Et donc, on a demandé quand même une solution pour faire bouger les choses. Et cette solution, elle est arrivée avec ce tool, qui est un tool très simple. En fait, c'est un blueprint d'Unreal, dans lequel le tech artiste du projet avait placer des noises sur l'origine et des courbes pour permettre de le faire bouger. Donc notre objet, au lieu de bouger avec du vent dans ses vertex comme ça, il allait bouger comme ça, juste à partir de son axe, qui est mon coude. Effets spéciaux. Et donc voilà ce que ça donne. Là, c'est pour une forêt venteuse qu'il y a dans le biome 04 du jeu. Donc c'est le niveau 5, je crois. Et en gros, là, les objets, ils ont juste une origine en 0 et puis ils tournent dans tous les sens à la vitesse et selon le noise qu'on a demandé. C'est pas super optimisé,
mais c'était toujours plus optimisé que de mettre plein de shaders et de faire des conflits avec Nanite. Donc vu que ça marchait pour la forêt, on l'a utilisé absolument partout dans le jeu, mais absolument partout, au point qu'en fait on ne voit plus le problème que la plupart des closses et des choses molles ne bougent pas, parce qu'il y a des très grosses choses, genre des bûches ou des bateaux, qui eux bougent et attirent l'attention. Donc c'est une sorte de trick qui a permis de se passer de closses. Et je te passe la main. Merci. Juste, et du coup, une toute micro-parenthèse par rapport à ce qu'il disait juste avant, en fait, par rapport à un truc qu'on disait au début, c'est qu'en fait, c'est un jeu hyper contemplatif et dans lequel il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de PNJ, il n'y a pas de tout ça. Donc en fait, ce mouvement est d'autant plus important et c'était une de nos grosses problématiques, c'est d'apporter un peu de vie en fait à cet univers qui en plus, voilà, il y a des petites créatures là dans le truc qu'on voit qui viennent un peu ajouter en plus de ça. Donc on a essayé de gratter tout ce qu'on pouvait gratter pour apporter un peu de vie. C'était un vrai problème. Voilà, donc du coup, ce qui est de l'architecture, le workflow plus précis, donc comme on disait tout à l'heure, on partait d'un base mesh, donc 3ds Max, Blender au choix. On était hyper flexible aussi sur le soft. Team Blender ici, puis les autres camarades étaient plutôt sur Max. Petit passage sur ZBrush, on sculpte, et là du coup on avait en fait un workflow hyper précis, bizarrement, qu'on a pu se refiler les uns les autres. Donc c'est une trim smooth border au focal shift -100 avec une alpha carré, et on tape dedans comme des bourrins. Et en fait, ça a été, c'est tout bête dit comme ça, mais ça a permis un truc très cool, c'est que du coup, on a adopté toute cette technique-là et tous nos assets se ressemblent à la fin. Il y avait vraiment très peu de place à la déviation en fait du workflow, c'est hyper efficace. On pouvait, alors bien sûr, là, on voit les gros impacts, les trucs comme ça pouvaient être faits avec des brushes autres, mais à la fin, le niveau de détail, le weathering, etc., était fait tout le temps avec cette méthode-là. Ensuite, on le remet on le décime, on l'envoie dans un soft classique, parce que comme on disait, on voulait être un peu prudent quand même sur les polygones, ne pas se retrouver, même si on nous disait le contraire. Petit fixe normal, weighted normal, max blender, et ensuite ça part dans le moteur, voilà, avec un petit coup de texturing rapide. Donc dans le moteur, et donc comme je disais, donc le decimate qui peut sembler un peu crado dit comme ça, parce qu'il n'y a pas plus d'étapes de ça, hein, c'est tout on retouche pas à la main. Et donc dans les rares cas où ça marchait pas forcément, on pouvait avoir des petits soucis de normal ou de trucs comme ça, en fait plutôt que de venir et retaper une topo hyper lourde, hyper dense, qui aurait été ingérable, en fait voilà. On revient à un des mots d'ordre de la conférence, c'est le pragmatisme. On cache, voilà, on est des enves, on est là pour ça. C'est pour ça qu'on a fait ce métier. Ça a marché. Oui, c'est pour ça qu'on n'est pas Cara. Voilà, donc ici des petits exemples de notre camarade Adrien Lemoine, qui aurait pu être avec nous aujourd'hui, mais qui est en vacances. Qui est sur son ArtStation, donc des petits props d'archi, on a un peu tout de la porte de la fenêtre. Ici, notre travail à Thomas et moi-même sur les fenêtres, et puis en fait, on aurait pu vous en mettre des dizaines, des comme ça, en fait, les assets se fondent. Et cette technique, en fait, un autre de ses avantages, en plus d'être facilement réplicable d'un artiste à l'autre, ça marche à peu près dans toutes les situations, quelle que soit la taille de l'asset. On a aussi bien fait des briques que des cailloux sur le bord de la chemin, que des phares de 200 mètres de haut. Voilà, ça c'était assez cool, donc on se posait pas trop de questions parce qu'en fait les questions elles ont été répondues en amont, et voilà, ça c'était vraiment bien. Donc après ce cas d'études, on va parler un peu du procédural. C'est quelque chose qui est vachement à la mode. C'était déjà le cas il y a 5 ans quand j'étais à l'Engmin. Donc il y a plein de façons de faire du procédural. Ne serait-ce que faire une texture substance, c'est déjà ça. Mais des fois, on a tendance à penser que c'est quelque chose de plus que ce que c'est. Enfin bref. C'est pas clair, je vais vous expliquer. Du coup, c'est un élément qui a été super important dans le pipeline de Jusant, principalement parce qu'à la base, il n'y avait que 2 enviros. Donc Manuel, qui était quelqu'un plutôt à l'ancienne, qui fait l'art à la main, etc. Et puis un petit jeune qui était Adrien, qui est arrivé avec Houdini et avec énormément de techniques. Vu qu'ils n'étaient pas nombreux, ils ont dû s'appuyer sur du procédural. Pour autant, c'est pas magique. En fait, beaucoup de gens pensent souvent à Houdini, parce qu'on a beaucoup utilisé Houdini, comme étant un espèce de make game button. On va mettre un Houdini Digital Asset dans le moteur, on va cliquer, et selon toute la science qu'on a créée dans Houdini, ça va faire un bâtiment, un rocher, quelque chose. Ça marche, ça existe, c'est quelque chose qui se fait, c'est plutôt le boulot des tech artistes. Nous, c'est pas ce qu'on a fait. Ce qu'on a voulu faire, c'était juste s'enlever toutes les tâches répétitives, ennuyeuses, ou tout simplement se permettre d'itérer sans avoir à refaire, resculpter des choses, quand c'était quelque chose qu'on savait qui allait bouger beaucoup. Et voici un peu un exemple pour les rochers. Les rochers, ça c'est un simple graphe Houdini qui a été fait par notre collègue Adrien. Et du coup, c'est la chose qu'on voit le plus dans Jusant, parce qu'on escalade littéralement des parois rocheuses. Donc il fallait
dès le début du projet et jusqu'à la fin, que le directeur artistique puisse arriver et dire attention, il y a trop de détails, il n'y a pas assez, j'ai besoin que ce soit plus plat, plus anguleux. Du coup, directement, ils sont partis dans Houdini parce que c'était plus pratique. Donc voilà la gueule de ce que le graphe produit. Excusez-moi. Ensuite, ça, c'est tous les cailloux qui ont été sortis dans le moteur, dans le browser. Il faut savoir qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a peut-être une dizaine, une quinzaine des cailloux. Et en fait, on les a réutilisés un max. Par contre, et encore, on en utilise 5. Mais par contre, ils ont été bossés 50 fois. Ils ont eu 50 versions quoi, entre le début et la fin. Et donc, le rendu in-game de quelque chose qui est entièrement généré dans Houdini. Alors, un autre cas d'étude un petit peu marrant, c'est les filets. On a un univers maritime. C'est un ancien port, le premier niveau entièrement. Donc, il y a des filets partout. Et plutôt que de les faire à la main, ce qui allait nous prendre un temps fou, surtout que on avait un petit peu la règle de pas trop utiliser d'alpha. Donc nous, on a été de bons soldats, on n'a pas utilisé d'alpha. Mais par contre, faire des filets en modé, c'est long. Donc on a fait ce graphe. Adrien a fait ce graphe, ensuite on l'a modifié et on a tous participé à l'élaboration de sa technique. On prenait une simulation de tissu qui avait été faite dans Blender, Max ou ZBrush. On allait extraire les edges et leur donner de l'épaisseur avec des courbes. Ensuite, à l'intersection de chaque face, donc à chaque point de la simulation, on allait spawner ce petit asset et le rotationner de manière random. Et à la fin, on allait tout merger et décimer tout ça. Et dans le jeu, ça donne... Alors en haut, là, ce que vous voyez, c'est le prototype. Et en bas, c'est le rendu final dans le jeu. Donc c'est assez cool. Ça va super vite. C'est plein de poly, mais on avait le droit. Et du coup, ça, c'est une adaptation que tu as fait. Ce sont des paniers de pêche. Et quand on a vu ces assets arriver dans la liste, on a fait « Ah, pas besoin de refaire parce que c'est fait. » On a juste pris le graphe du filet et on l'a adapté. Donc ça nous a fait gagner masse de temps. Alors le procédural, on pourra en parler beaucoup plus, et c'est surtout notre collègue Adrien qui pourrait en parler, parce que nous on a fait quelques petits tools, mais c'est quelque chose qui a servi dans tous les éléments du jeu. Là vous voyez quelques-uns des éléments qui ont été produits, mais il y a énormément de choses. Vous voyez, il y a de la neige déposée sur des créatures en haut, il y a de la simulation de terrain, l'espèce de truc violet un petit peu bizarre que vous voyez à droite, c'est une façon de spawner des plantes à certains endroits, donc ça a servi à pas mal de moments, et il y aura carrément une conf entière à faire sur ça. Mais bon, nous on va pas s'attarder dessus. Et on va passer au texturing. Alors du coup, le texturing, il se divise en deux parties. Donc déjà, on a le rock noise, qui est plutôt pour les rochers. Et ensuite, on a une texture. Voilà, quand il dit qu'on n'en a pas beaucoup, en tout cas, nous, on en avait une, plus ou moins, pour tous les props. Voilà, qui est un genre d'atlas. Donc pour ce qui est du rock noise, donc c'est en fait des curves sur lesquelles on pouvait venir modifier les gradients pour tout ce qui était rocher. Voilà, donc on avait une genre de grande triplanar posée sur les roches de tous les niveaux. Sur lesquels on pouvait donc venir bouger la couleur, le placement, etc. Et notamment, on pouvait même carrément ajuster du coup le placement des tâches aux bons endroits. On a carrément le DA qui mettait les mains dedans pour aller chercher ce qu'il voulait précisément à des points des niveaux, s'il voulait une tâche d'une couleur à un endroit, dans tout le niveau qui était immense. Donc c'était à la fois très macro et très micro en même temps. Et voilà. Et donc pour ce qui est des props, donc là vous voyez un peu ce que ça donne en jeu. Je montre là, mais là. Le côté un peu, c'est polarisé, qui disait tout le temps Edouard, je crois, polarisé. Donc le côté, voilà, on ne cherchait pas un blend parfait, c'était voulu. Le côté très segmenté. Voilà, c'est encore une fois chelou le terme qui était un peu souvent utilisé par Edouard pour traduire sa vision. Si tu veux. On a fait des ajustements de dernière minute. Du coup, maintenant, je vais vous parler de l'Atlas rapidement. En fait, juste parce qu'il est un peu, il a l'air compliqué, vous allez voir. Préparez-vous. C'est une seule texture. En fait, tous les props du jeu, tous les objets, toutes les machines, une partie de l'architecture, les plantes, tiennent tous sur une seule texture de 2K. Et encore, 2K, c'est large. On a utilisé une technique qui est bien connue dans le mobile, en fait, où on fait des UV planars très simples et on fait glisser nos UV. Bon, vous allez le voir. Donc en fait, vous allez voir, c'est très simple. C'est ça. Je vous laisse une demi-heure pour le décrypter un petit peu. Allez. Non, en vrai, c'est pas si simple, c'est pas si compliqué. Ça a l'air un petit peu massif comme ça. C'est un graphe qui a été fait par l'ancien lead Christophe. Et en fait, basiquement, on part d'un gradient map. C'est que des gradients dans Substance Designer. On les amène dans un gradient map, le node avec la couleur, où en fait, on va directement color pick le concept art, et puis on met la couleur qu'on veut. Et en fait, ce gradient mapper, il est amené dans ce qu'on appelle un gradient map packer.
Et en gros, ce que ça fait, c'est que par thématique, donc de matériaux, ça va être le tissu, la roche, etc., ça va ranger des gradients verticaux les uns après les autres. Donc ça permet ensuite de s'y retrouver. Chaque packer est amené dans des blends qui finissent par faire la texture générale, et ça ressemble à ceci. Donc vous voyez, ça c'est la texture finale, ce qui veut dire qu'on avait de la marge, et on a texturé 99% des assets de Jusant avec soit ça, soit les Rocks Noise. En fait, les textures traditionnelles avec des motifs, il y en a très très peu. Donc c'est ultra optimisé, et ça nous a permis surtout d'aller super vite, parce que la création d'assets, on n'optimise pas, Nanite. On va super vite parce qu'on fait juste des UV planaires, on fait pas de découpe, on fait rien, c'est juste UV planaire, on fait glisser, fini. Des bandits. La police nous cherche à l'heure actuelle en fait. Et là, on voit une utilisation un peu plus, je vais dire funky, de cette technique où on peut prendre carrément avec du proportional editing des assets et puis des points et s'amuser à les bouger. Et il y a des assets assez complexes qu'on a réussi à bricoler en faisant ce genre de technique de voyou, encore une fois. Et je te laisse la troisième partie. Alors du coup, une petite subtilité dans le texturing de certains assets, en général les plus gros, les plus techniques, ceux sur lesquels on met un peu d'emphase. Et encore que vous allez voir les slides ici, spoiler, elles sont en fait, elles foreshadow quelque chose. On faisait un UV2 et en fait on baquait et on allait dans Painter quand même et on faisait un petit masque RGB qui permettait en fait de mettre du weathering tout simplement en opacité ou quoi, avec du coup des gradients. On avait de la roughness, on avait 2 couleurs et une roughness. Et sur l'UV2, donc c'était réservé, parce que c'était un peu plus lourd forcément, mais du coup c'était réservé aux assets un peu, je vais pas dire héros assets, mais les assets un peu plus cool, un peu plus détaillés. Dans l'expérimentation, en fait, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que ça coûtait un peu cher, donc on en a quand même dans le jeu qui sont comme ça, que c'était pas forcément si efficace que ça, avec le workflow, avec nos maillages des fois un peu denses et tout, c'était pas forcément une technique hyper adéquate, et bon, là on peut voir un peu des fois on se retrouve avec des cas de masques carrément flous, et du coup en fait au fur et à mesure on s'est rendu compte alors c'était aussi que les techs nous apportaient des outils différents qu'on n'avait pas forcément au début, mais du coup qu'on pouvait avoir la même chose ou quasiment la même chose en beaucoup moins lourd et mieux en fait au final, avec des noise procéduraux en triplanar qui en plus donnaient une forme d'unité en fait à l'ensemble, avec un noise qui est projeté du coup qui est plus ou moins le même sur tous les assets, donc ça permettait de garder en fait le ratio, le bon ratio, etc. D'ailleurs, j'y pense maintenant, mais en fait, on n'a pas parlé des custom primitive data, mais je ne vais pas m'attarder dessus, mais c'est quelque chose que le tech artist du projet a énormément poussé, parce que ça permettait aussi de, par asset, dans Unreal, de venir changer des valeurs de matériaux sans faire une instance de matériaux, ce qui nous a permis de continuer à être dans des choses très procédurales ou très dans le moteur et pas d'importer toujours des ressources. Fin de l'intervention sur ça. Et donc on va parler de level art un petit peu. Alors à Dontnod, on n'a pas de spécialiste. Alors c'est le cas dans notre équipe, mais c'est le cas en général. C'est en train de changer parce que la boîte a grossi. Donc maintenant on commence à avoir des pôles spécialisés. Mais avant c'était pas le cas. Et nous sur Jusant, c'est encore à l'ancienne où on fait tout. On fait du level art, des assets, un petit peu tout. Des cinématiques des fois s'il y a besoin. Et du coup, l'affaire c'est qu'on s'est organisé comme ça. On a fait 5 biomes. Il y avait 5 biomes différents. C'était énorme, c'est des maps qui sont gigantesques, qui font des kilomètres de haut. Donc en fait, on n'a pas utilisé les nouveautés d'Unreal là-dessus, comme le terrain streaming, ou non, c'est le World Partition. Voilà, c'est quelque chose de plutôt complexe et qu'on ne connaissait pas. Donc on est resté comme dans Unreal 4 sur des levels. Et en fait, on en a fait plein. Déjà plein par corps de métier, et puis plein pour nous aussi, parce que quand une map fait 3 km de haut, on veut pouvoir bosser au début et à la fin. On a même fait des niveaux par type d'asset, notamment pour la végétation, qui était assez problématique, parce qu'on a fait beaucoup d'expérimentations qui ont été plus ou moins fructueuses. Mais on a fini par y arriver. On avait aussi des scènes de test, alors ça c'est pas dans le jeu, vous le verrez pas, parce que c'est des moments un peu d'expérimentation qu'on s'est permis d'avoir avant d'arter les vraies scènes. Donc ça c'est notre collègue Adrien encore qui avait fait des recherches sur un biome de glace, on avait des concepts avec une ville, à la fin il n'y a plus du tout ça, mais du coup on avait fait ces tests et ça permettait de pas empiéter sur les autres corps de métier, tout en faisant des tests nous-mêmes et de discuter avec les T-cartes, avec l'EDA, etc., etc. Donc c'était très important de faire ces tests au début. Et pour l'organisation pratico-pratique des levels, eh ben, alors en gros, on a eu un système, on a fait un deal avec les LD qui avait envie et besoin de pouvoir avoir les
le chemin critique du joueur éditable le plus longtemps possible, presque jusqu'à la fin de la production. Du coup, on a fait un code couleur et leur blockout avait ce code et en gros, en rouge, c'était ce qui était le plus loin possible, les vistas, la montagne au loin. Là, on avait carte blanche. Et puis, plus on s'approchait du terrain, plus on avait de la latence avec le temps au moment où on pourrait s'y attaquer. Donc, le bleu, on l'a fait en dernier parce que c'était directement où le joueur pouvait grimper et marcher. Donc, ça a bien marché, mais ça a demandé un petit peu de de diplomatie et puis se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on fait, dans quel ordre, qui a la ownership à quel moment sur une map. Et à la fin, ça donne ça. Alors, une solution qui a été trouvée, c'est que quand on a des gros blocs comme ça, c'est un peu long de tout replacer à la main. Donc en fait, on s'est, en bonne intelligence avec les LD, mis à créer des modules. Alors ces modules, ils étaient normalement tout gris et c'était des modules LD. Et par-dessus, nous, on a fait des modules 3D Arte avec différentes matières, de la pierre, du bois, etc. Et ça nous permettait d'aller dans la scène LD une fois qu'elle était libérée, de faire clic droit et de changer directement un objet avec la même taille au même endroit. Donc ça, c'était assez pratique au début pour les niveaux avant de faire les détails. Et puis pour tout ce qui est un peu plus artistique, non, en fait, oui, bon, c'est juste pour vous montrer le remplacement rapide, mais si tout ce qui est artistique, c'est Alex qui vous en parle. Merci. Et juste, encore une fois, pour finir sur la slide d'avant, j'insiste vraiment sur le fait qu'en plus d'être pratique pour nous, parce que du coup on arrivait, clic droit, replace, ça faisait vraiment partie du deal avec les LD en fait. C'est-à-dire que c'était vraiment un échange de bons procédés, entre guillemets, parce que du coup, nous, ça nous donnait le droit en fait de locker des zones en disant c'est bon, le LD bouge plus, etc. Mais du coup, l'échange, c'est qu'on leur donne ces trucs-là en disant on vous assure qu'à ces endroits-là, l'environ ne débordera pas sur le LD, ça sera stricto sensu ce que vous avez demandé, et c'est tout, quoi. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, tout est lié. La narration environnementale était hyper importante parce que du coup c'était notre seul moyen entre guillemets, à part des textes, pour narrer réellement faire passer le message de notre univers. Donc on a dû établir des règles et s'y tenir pour rester cohérent. Donc voilà, quelques exemples de questions qu'on a dû se poser à des moments. Donc pourquoi les objets ils sont là, comment, pourquoi ça ici et pas là-bas, etc. Donc dans le cas des plantes par exemple, c'est un truc assez précis. Et du coup pour ça, donc on avait d'un côté un dialogue avec le DA, mais aussi avec donc le narrative design, et c'était un échange, encore une fois, un genre de ping-pong en fait d'idées on se nourrissait les uns et les autres en fait de notre travail respectif. En allant, donc ça peut être nous qui avons une idée en enviro, il trouve ça cool, il en fait quelque chose, nous ça nous inspire, on pousse plus loin l'habillage, etc. Par exemple, dans B01, on revient sur nos fameuses bûches de tout à l'heure, qui en fait voyagent au fur et à mesure de tout le premier chapitre de manière un peu discrète. Elles sont à plusieurs états à des moments. Donc d'abord elles sont stockées, elles arrivent par bateau, livraison, le côté port, etc. On les voit qui se promènent, qui sont transportées de grue en grue, on en croise plusieurs, et elles aboutissent dans une genre de scierie, atelier. Alors on imagine que c'est une parmi d'autres. Et en fait à partir de ce point-là précis du chapitre, on n'en recroise plus dans cet état-là. Voilà, et en fait c'est discret, c'est dans le fond, mais on essaie de raconter des histoires en fait, et chaque asset c'est quelque chose qu'on a essayé de penser un peu en global avec plein d'assets différents, de toujours le souci de raconter quelque chose. Voilà. Et du coup pour le côté plus vraiment level art au sens propre, il y a beaucoup de choses qui ont été faites à la main au final, parce que en fait les outils, le procédural, etc. Ça a beaucoup d'avantages, mais des fois en fait simplement de faire directement, ça marche bien. Donc là par exemple toutes les petites mousses, donc le biome, donc nous on appelle B03 qui est le chapitre 4, qui est en fait dans des cavernes et qui est recouvert de végétation, de mousse, etc. Il y en a beaucoup qui ont été faites à la main, avec encore une fois des petites solutions pragmatiques, smart, avec des clusters, des groupes. On fait des groupes un peu dans Unreal, qu'on groupe, qu'on déplace, qu'on duplique, qu'on modifie, etc. Ça a été fait beaucoup à la main. Et en fait, le temps qu'on perd à certains endroits à cause de ces techniques-là, en fait, qui ont été prises, c'était un choix. En fait, on l'a gagné largement, voire 2 fois plus ailleurs, avec ici notamment un petit exemple de comment on montait l'architecture grâce à notre DA, en fait, qui nous permettait des choses qui normalement seraient pas vraiment possible, avec notamment le Z-Fight, qui est en général un ennemi juré. Ici, il n'y a que ça. Hein. Tout est en Z-Fight, tout se croise, tout se touche, il n'y a rien qui soit bien emboîté. Et du coup, ça nous permettait de monter des scènes hyper complexes en termes d'architecture, sur la base de concepts reçus au dernier moment, en fait, hyper vite. Voilà. Donc on était pour ça aidé vachement par Nanite. Donc attention, petite rétro-ingénierie d'une façade. Attention, ça va aller très vite.
Voilà, donc vous pouvez voir en fait que donc là c'est des CTRL Z, hein, c'est pour vous montrer un exemple, c'est pas comme ça qu'on construit réellement. On est un peu plus carré que ça quand même, vite fait. Mais du coup avec les sélections vous pouvez voir en fait que tout se chevauche. Il y a des trucs qui sont scale pour combler des trous. On arrive, on dit merde là j'ai un trou, je prends un truc, je le scale, je le rentre dedans, on s'en fout. Et surtout avec ces histoires d'atlas, de texture, de coloris, on pouvait prendre un asset, le réduire en 0,1 tant que le niveau de détail se voyait pas trop. En fait on était ok. Voilà, donc là vous avez un très bon exemple d'un endroit qui n'était pas du tout comme ça au début. On a reçu un concept qui changeait tout, un peu comme ici. Vous allez voir, ça c'était une première passe en Enviro. Et en fait, un jour, on a Andrei, un concept artiste qui a travaillé avec nous et avec Edouard en étroite collaboration, qui était hyper fort et qui nous a sorti ça. On était, je sais plus à quel moment de la prod, mais on était plutôt à la fin. En fait, on a reçu ce concept à un moment donné où, avec une méthode un peu plus classique, on se serait dit c'est très très joli, mais c'est trop tard, quoi. En fait, nous, en regardant le concept, en discutant de sa faisabilité, en fait, en même temps qu'on le faisait, on était sur Unreal, on testait, puis en fait, on l'a juste fait. Voilà, et ça marchait. En fait, on avait une technique qui nous permettait de sculpter des props ou des assets d'architecture uniques pour ce genre de truc très rapidement. Et la plupart du temps, on n'en avait même pas besoin parce qu'en fait, il suffisait de pousser les murs et de résoudre ces problèmes-là en fait hyper vite. Et donc là, j'ajoute juste que ces modules que vous voyez là, c'est les mêmes. C'est exactement la même façon dont on a bossé sur l'exemple d'architecture qu'il y avait avant. Et non seulement on les a fait pour ces zones spécifiques qui étaient concept arté, et puis on a réutilisé ça ensuite un peu partout parce que c'était des assets cool et c'était très, très efficace. Bon, on arrive un peu au terme de la présentation. On va faire un peu un point sur tout ça, sur les enseignements qu'on a fait de la presse. Et on va parler du coup de Unreal Engine. Parce que moi, j'étais très dubitatif avec Unreal Engine. J'avais des doutes sur la faisabilité de la chose. Alors, est-ce que ça marche? Est-ce que Nanite, est-ce que Lumen, c'est vraiment efficace? Est-ce que c'est utilisable en prod? Eh ben ouais. Alors, il faut une machine conséquente, ça ne tournera pas sur tout, mais ça fonctionne. Il y a vraiment, ça nous a aidé à aller super vite. Et il n'y a pas que Nanite, c'est pas automatique. Le fait, par exemple, d'avoir utilisé des textures super simples et des UV mapping simples, c'est quelque chose qui marche dans tous les prod, tous les pipelines, mais c'est quelque chose qui utilise dans le mobile et tout. Donc ça, c'est juste qu'on a été malin en plus d'utiliser ça. Mais il faut dire que si on avait dû optimiser, réfléchir, on n'aurait jamais sorti Jusant en, je sais pas, 2 ans et demi pour les environs, 2 ans peut-être. Et alors du coup, oui, c'est un changement radical. Le problème, c'est que c'est pas quelque chose d'inné. Beaucoup de prod galèrent en ce moment sur Nanite, et nous, on a galéré, on a essuyé des plâtres, parce qu'en fait, certes, ça marche, certes, c'est impressionnant, c'est surpuissant, mais c'est quand même assez compliqué de changer entièrement de prod. Là, la prod a commencé sur Unreal 4, il y a des assets qui sont plus utilisables, ou les techniques changent. Et c'est ça un peu le problème, c'est que Unreal, c'est super, Nanite, c'est de la balle, Lumen, ça marche. Mais en fait, il est sorti complètement éclaté, le moteur. On avait vraiment une bêta et on avait des bugs terribles, on avait des problèmes de performance et tout simplement des choses qui manquaient. Par exemple, le vertex painting ou justement les shaders de vent, etc. Ça ne marchait juste pas encore. Maintenant, ça marche. Mais on est passé assez vite sur le moteur parce qu'on avait besoin d'aller super vite sur la production d'assets et construire des niveaux géants. Mais voilà, du coup, c'était au prix d'avoir un moteur un peu vert. Alors aujourd'hui, beaucoup de ces features sont en train d'être intégrées et ça devrait aller mieux pour le futur, mais on a essuyé les plâtres. Et donc chaque prod est unique, et du coup Nanite et Lumen, c'est pas quelque chose qui va remplacer les autres prods, déjà parce que ça demande un petit peu de ressources. C'est relativement optimisé vu la violence des polys qu'on met là-dedans, mais en attendant, ça tournera pas sur mobile, sur Switch, ou tout simplement si on a envie de pouvoir tourner sur des toutes petites machines. C'est un choix qui est politique aussi d'ailleurs, qui peut l'être si on veut. Et chaque prod est unique, donc. Et donc voilà, on va parler de l'équipe avant de se quitter. L'équipe qui était super solide. Voilà la team, donc on a des bouts de l'équipe artistique, toute l'équipe lors de la plénière d'Autonote de l'année dernière. Et en fait, voici tous les artistes qui ont rendu ce jeu joli. Donc il y a du DA au technique, etc. Bon bref, voilà, ils sont tous très forts. C'était très bien de bosser avec eux. Merci pour tout ce monde-là. Et alors du coup, comment ça a marché cette affaire? Pourquoi est-ce que nous, ça s'est super... En fait, nous, ça s'est super bien passé. On a
adoré bosser sur Jusant. Le projet, quel qu'a été le chemin du projet, nous on l'a bien vécu, on était dedans et il n'y a pas eu de problème. Donc pourquoi? Déjà, on a eu un coup de chance, c'est-à-dire que les gens qui ont été recrutés sur Jusant, on s'est bien entendu, on est devenus amis très rapidement et ça c'est à la fois une histoire de chance, mais c'est aussi parce que notre lead nous a bien senti, il a recruté des gens avec qui il allait pouvoir bosser et nous on a bien bossé ensemble. Donc c'était un bon challenge. C'était aussi bien organisé. On a fait 0 heure sup sur Jusant. 0. Alors des gens ont fait des heures sup, je pense, côté tech, à la fin du projet. On parle de l'Env, bien sûr, oui. En Env, on a fait absolument 0 heure sup. Et ça, c'est trop cool. Il y a eu des périodes de rush, des périodes moins animées. Mais dans tous les cas, c'était super bien organisé et on s'est senti protégé, nous, en tant qu'Enviro. Donc c'est cool. C'est pas le cas dans toutes les prods. Et on est super content d'avoir pu vivre ça. Donc GG à notre lead pour avoir réussi à organiser une prod qui s'est déroulée sans accroc. Alors l'autre chose, c'est qu'on était en communication constante parce qu'on était en télétravail. Donc Node, c'est 70 ou 80% de personnes en télétravail. C'est trop cool. C'est vraiment très pratique pour s'organiser, pour la vie privée et tout. Mais du coup, ça fait aussi que des fois, on peut oublier de se parler. Ou il y a certaines équipes où les gens se parlent juste à un point très précis, ne parlent que de boulot. Nous, on était en call toute la journée, ce qui peut avoir des inconvénients, mais ce qui nous permettait quand même d'être super présents, super unis, super soudés et d'être hyper réactifs. Donc c'était chouette. Quand on avait mal aux oreilles à cause du casque ou quelque chose, on le posait, il n'y avait pas d'obligation, mais c'était super important pour nous d'être en communication constante et surtout de ne pas parler que du taf. En fait, on a parlé de tout, de rien, de la vie, des autres jeux, et on avait un côté très libre dans nos discussions. On était juste ensemble, au final, pour émuler un petit peu cette idée d'être au bureau. C'est comme si on était à côté de quelqu'un, on se retourne, on lui parle, on lui pose une question, et ça a beaucoup aidé en fait à faire en sorte que le télétravail soit quasiment transparent. On était comme à côté de notre collègue qui est, toi tu es à Compiègne, moi je suis ici, il y en a un, il est vers Clermont-Ferrand, et ça s'est passé à Combronde, pardon, ça s'est passé très bien. Et du coup, dernière chose, alors c'était pas une obligation, on le faisait pas tous, mais quand on était en région parisienne, on allait les mardis au travail se retrouver, ce qui était assez sympa parce que c'était une journée qui n'était pas ultra productive dans le sens où on n'allait pas faire des assets avancés de fou. Par contre, c'était un moment où on se retrouvait, on prenait le temps de discuter, on rencontrait les autres membres de l'équipe, on se serrait la paluche, on était dans une sorte de côté un peu tranquille. Et ça nous permettait aussi de juste faire tout ce qu'on ne pouvait pas faire quand on est à la maison, c'est-à-dire des réus un peu plus naturelles. Et puis juste se voir, quoi. C'était vraiment très sympa. Et on allait au resto le midi, au Moshi Moshi. Et donc c'est la petite anecdote sur laquelle on va finir la presse. En fait, là, ce que vous voyez, c'est dans le niveau 3 du jeu. Et c'est le resto auquel on allait les mardis, tous ensemble. Et donc, on a mis le menu de chaque personne de l'équipe, avec tout le monde a son assiette, son truc. On a modélisé les menus et tout. Et du coup, on se dit, on va se mettre notre petit menu dans Jusant qui restera pour toujours. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, on y répondra avec plaisir. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc voilà, on a le temps pour quelques questions si vous voulez. Bonjour, j'ai adoré la présentation, c'était très intéressant de voir tout ce qui était notamment les nouvelles technologies de Unreal 5. Et j'avais des questions en particulier concernant Nanite. Vous aviez parlé de pipeline où vous passez directement de iPoly à mettre directement dans le moteur. Et je me demandais si ça avait un impact sur la taille du jeu dans sa globalité et si vous aviez des limites de budget en termes de taille de fichier. On n'a pas beaucoup de limites, en fait. On ne nous en a pas donné. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas rencontré pour autant. En fait, la fin du jeu a été assez chaotique avec Nanite, pas tant pour le côté nombre de polys, mais pour le nombre de collisions. En fait, les collisions étaient des collisions complexes décimées. En gros, on prenait la version la plus légère possible de Nanite pour faire les collisions. Et les techs se sont rendus compte à la fin que c'était trop lourd. Et ça a été tout un problème. Tu as dû faire un tool en Python et tout. Enfin, c'était une galère pour faire rentrer les collisions. Mais après, sur tout ce qui est poly et tout, non seulement on n'avait pas de limite en termes de poids, et surtout, c'est remarquablement efficace à cruncher la taille. Le jeu avait quasiment tous les assets qu'on a utilisés dans tout le jeu pour la démo qu'on a sorti pour le Steam Fest de je ne sais plus quelle année, 2021, 2, et ça pesait pas lourd.
Je crois que le jeu packagé faisait entre 6 et 10 gigas, avec énormément d'assets, avec des polys partout. Donc, c'est pas si lourd, et on n'avait pas de limite sur les poids des assets. Oui, oui, on gagnait parce qu'on n'avait pas de texture, par exemple. Par exemple, c'était des trucs comme ça. Alors, une seule texture. Ouais. J'ai répondu à ta question ou... Oui, oui, merci beaucoup. Ok, super. À des moments, tu parlais de certains tools que faisaient les tech artists, comme le noise en triplanar ou les trucs de polarisation. Est-ce que c'est des trucs qui répondaient forcément à des problématiques, ou c'est des trucs qui étaient vus assez tôt et qui se disaient que ça allait définir un peu le style? Parce que notamment le truc de polarisation, il est assez fort dans le jeu et il prend beaucoup de place. Et j'imagine que c'est un truc qui doit arriver assez tôt parce que ça doit être pris en conséquence dans l'environnement. Ouais, c'était un dialogue en fait entre le DA, il était un peu sur tous les fronts en fait. Les T-cartes qui étaient dédiées à ces tâches-là en fait étaient en dialogue permanent avec lui. Donc nous, on parlait avec eux pour répondre à des problématiques qu'on avait, ou à des besoins ou des idées. Donc ça s'est fait un peu dans les deux sens. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été établies hyper tôt, comme tu disais très bien, le rock noise en fait. Ça c'est un truc qui est essentiel dans un jeu d'escalade où on a le nez collé à la paroi en fait du début à la fin. Donc il y avait des choses qui avaient été prises en compte dès le début et d'autres aussi qui étaient des réponses en fait à des problèmes qu'on a rencontrés au fur et à mesure. Voilà, donc on avait un peu les deux. Par exemple, le coup du vent, des objets qui bougent, ça c'est à un moment donné, on s'est rendu compte en fait que le monde de Jusant en fait était très sage, il n'y avait rien qui bougeait, très peu vivant en fait, et donc il a fallu trouver une solution. On avait le souci du vertex paint, etc., qui n'était pas possible, donc on a trouvé cette solution-là. Et le rock noise, lui, par contre, c'était un truc établi dès le début. Donc on a les deux, en fait. Voilà. Ouais, non, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que Edouard, le DA, était très... il aimait bien mettre les mains dans le moteur, aller chercher, aller checker et tout. Donc je pense que c'est un peu comme... Enfin, je paraphrase ce que tu as dit, Alex, mais il y a ce côté où la tech a nourri l'art, parce qu'en effet... Edouard était conscient au début, à la jeunesse du projet, qu'il n'y aurait pas le budget pour faire quelque chose de dingo. Sinon, on aurait fait, je pense, quelque chose à la Life is Strange, peut-être avec de la peinture et tout, avec des textures très travaillées. Et il savait que le budget ne permettrait pas ça. Donc, il s'est laissé guider aussi, je pense, par un peu la technique en se disant, faisons quelque chose qui a de la gueule, mais qui n'est pas cher. Donc, ça s'est nourri, quoi. C'est un peu les deux. Je me permets juste, je crois qu'il marche aussi celui-là, nickel. Ouais, il est allumé. En fait, ce qu'il vient de dire là me fait penser à un truc qui était hyper cool en fait dans le dialogue avec le DA, qui a été, je pense, hyper important sur Jusant. C'est qu'en fait, on s'est beaucoup nourri les uns des autres, que ce soit le narrative design, l'enviro ou le DA. Et en fait, la DA, elle a évolué en fait, c'est-à-dire que lui, sa vision d'artiste hyper précise qu'il avait dans sa tête, qu'il a essayé de nous transmettre et de nous faire réaliser, en fait, elle a changé parce qu'il s'est dit bon bah ok, ça c'est pas possible en fait. Et même si j'adorerais que ça y soit. Et bah, du coup, en fait, on a trouvé des compromis. Et en fait, c'est ça, c'est le pragmatisme et les compromis qui ont été hyper cool dans Jusant, dans tous les sens, en fait, de tous les côtés. Tout le monde en a fait. Et c'est pour ça que je pense que Jusant, c'est un bon exemple de produit fini, de travail d'équipe, en fait, à la fin. Ok. Moi, j'ai une question sur la narration environnementale, quand tu parlais des bûches notamment. À quelle échelle ça se décide? Est-ce que c'est, par exemple, vous avez un fichier avec toutes les traces que vous voulez laisser dans l'environnement qui est discuté avec les GD, ou est-ce que c'est des décisions que vous prenez à un niveau personnel, vous? En fait, ce jeu, c'est très unique ce qu'on a vécu. On n'en a pas vraiment parlé, mais on a vécu le plus de liberté que j'ai vu sur les prods que j'ai fait avant d'art. C'est assez spécifique à Jusant. On ne retrouve pas ça dans d'autres prods, forcément d'autres nodes, hein, où c'est plus classique. Mais en gros, justement, notre narrative designer Félix, il est très prolixe, il balance énormément d'idées, il a fait un lore incroyable pour le jeu. Et on s'est retrouvé avec beaucoup de choses qu'il avait créées lui. Sauf que derrière nous, vu qu'on avait de la liberté et une technique qui permettait de construire des niveaux à la vitesse de l'éclair, on a tripé. On avait le choix et notre lead nous a vu faire des idées. La Siri, c'est écrit nulle part. C'est juste qu'on a vu un trou dans un mur, on a fait tiens, on va faire un truc. Enfin, il n'y avait pas de trou. On a fait un trou parce qu'on a dit tiens, allez, si on faisait un truc là. Et du coup, on s'est donné. Je crois même que notre chef avait dit vous savez quoi, on s'ennuie un peu là au niveau de ce qu'on regarde, donc on va faire des espaces et ensuite on verra ce qu'on met dedans. Et là, on a mis une Siri. Du coup, voilà, il n'y a pas une liste précise. Et justement, quand on disait que c'était un cycle assez naturel, c'est que justement, Félix avait dit en narrative design cet endroit, c'est un port. Et nous, on s'est marré, puis on a dit tiens, qu'est-ce qu'il pourrait amener? Et du coup, lui, il a vu ça,
et il a intégré ça dans les lettres qu'il laisse dans le monde. Et notamment, justement, cette Siri est évoquée par une lettre que Félix a écrite plus tard, parce que finalement, il avait vu qu'on avait fait ça, et puis il l'a intégré, quoi. Du coup, c'est hyper organique, et même, en fait, hyper chaotique, et c'est rare que dans les prods, on ait autant de liberté pour faire des choses. Donc c'est cool. Merci à toi. Merci beaucoup pour la conférence. Vous avez évoqué le fait que Jusant effectivement a un format assez spécifique, puisque ça a été développé dans un temps assez court, mais au sein d'un studio. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un format qui va de plus en plus se développer ou pas? Merci. Non. Non. En fait, Justin, c'est un ovni. C'est un jeu qui est trop bien. On est hyper content de la réception critique qui a été géniale. Enfin, les gens ont adoré le jeu. Mais en fait, Justin, c'est un peu un ovni. C'est un jeu avec une mécanique super chelou. Enfin, c'est de l'escalade. Alors, ça marche. Mais c'était assez expérimental à tous les niveaux, pas que pour l'art. Donc en fait, je pense pas que d'autres boîtes, peut-être que d'autres vont continuer à faire des jeux comme ça, petits et intéressants, avec un côté varié. Il y a un peu cette volonté de faire des jeux à message ou à concept à Dontnod. Mais je pense pas que ce soit quelque chose qui va devenir... Ça, je parle à titre personnel. Dans l'industrie, je vois pas des jeux comme ça, AA, très originaux, peut-être dans beaucoup de boîtes. Je pense qu'il y a quelques boîtes qui peuvent faire ça et le mener à bout. Mais j'ai plutôt l'impression qu'on va avoir des très gros jeux. Et puis à côté, peut-être des jeux indés qui vont faire des hits avec des scopes peut-être plus limités, avec des idées très fortes. Là, c'est un peu la même chose. Là, c'est une idée très forte, mais avec un scope qui est plus gros quand même, parce qu'on était une trentaine. Donc je pense que c'est assez unique, Jusant, pour ça. On va prendre une dernière question, je pense. Merci pour la presse, incroyable, pépite royale, vraiment. Petite question qui fait un peu écho sur la liberté que vous aviez eue pour toute la partie se faire kiffer dans l'environnement. À quel point vous vous laissiez du temps en fait pour faire ça? Comment est-ce que vous managez le temps de prod sur se faire kiffer en fait? En fait, c'est une question effectivement qu'on s'est posée nous, donc je vais pouvoir y répondre assez cool. Et en fait, je vais rebondir sur ce que je disais par rapport au pipeline Env. En fait, c'est qu'à chaque fois, les libertés, que ce soit sur l'expérimentation technique ou en l'occurrence sur le level art, en fait, elles ont été gagnées parce qu'on avait une base solide. En fait, donc on avait des deals avec les autres équipes d'atteindre des standards en fait de qualité établis avec un genre de minimum syndical de level art, de niveau de détail sur un asset, etc. Et en fait, à partir du moment où ce niveau-là était rendu, et qu'on avait du coup, il restait du temps potentiellement sur d'autres choses, en fait on se laissait donc le droit d'expérimenter plus loin. Et en fait comme la technique était rodée, que l'équipe était soudée, qu'on était très efficace, en fait on a eu des périodes d'efficacité assez absurdes, ça nous a permis en fait d'aller hyper loin et de faire des trucs où au début on disait, en fait, c'était assez marrant, on avait des moments où on disait on verra si on aura le temps, et au final on a quasiment fait tout ce qu'on voulait, quoi. Il y a rien, où on a très peu de regrets en fait, de trucs qu'on n'a pas mis ou pas fait. C'est parce qu'on le faisait en one shot en fait. Quand on avait une idée cool, rarement on l'abandonnait, on la faisait en one shot, on l'a testé, on disait bah ça marche, ok on laisse. Et on repassait éventuellement derrière pour mettre un peu de détail et de polish. Et ça a été vraiment toujours comme ça, quoi. Et on n'avait pas le... Une fois qu'on avait la base, on avait juste du loisir, quoi, de se dire bon bah vas-y on va faire un temple ici, let's go on fait un temple. Et ça prend 2 jours et à la fin il est là et... Soit on le jette parce que ça va pas ou ça passe pas, mais on faisait pas 18 versions des choses. C'est quasiment jamais arrivé en plus. Hein. Et on a jeté très très peu, ouais. Au final, c'était même plutôt l'inverse. Et souvent, ça ressemblait à tiens, je mettrais bien un trou ici. Regarde, si je pousse le bloc et que je fais un trou, bah du coup, bah c'est bon, le trou il est fait. Et du coup, bah c'est submit en barre. Ça ressemblait à ça. Voilà. Et bah merci beaucoup les gars pour votre présentation et pour vos réponses. On peut les applaudir encore, je pense.